Une production Scénarimage. Alors, bonjour à tous et bienvenue au podcast Pareil, pas pareil. Je m'appelle Célina et je suis votre invitée. Alors, merci de m'inviter chez vous. Fidèle à moi-même, on va commencer avec la pleine conscience. Donc, on prend 3 bonnes respirations. Alors ici et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Je me sens en confiance. Je suis un peu stressée, mais c'est un bon stress. Sinon, je sens une bonne énergie autour de moi. Puis, je vais remercier la vie d'avoir fait ce qu'elle a fait pour moi dans le passé et de continuer de faire tout ce qu'elle fait pour moi dans le présent. Ma gratitude irait aux belles prises de conscience que j'ai eues aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est les amours à l'adolescence. Mais juste avant qu'on commence, j'ai des petits trucs que j'aurais aimé vous dire. Pour la plupart de mes épisodes, je vais vous parler particulièrement de mes embûches tout au long de ma vie. Mais je veux que vous sachiez qu'à travers tout ça, j'ai aussi eu des beaux et des bons moments. Si on dit que dans l'optique où je fais ça pour aider les gens qui ont vécu ou qui vivent des choses difficiles comme j'ai vécu, pour des gens qui veulent prévenir ou même pour des parents qui veulent outiller leurs enfants. Je vais donc focusser sur mes erreurs puisque, à mon sens, on apprend de nos erreurs. Et ce que je souhaite le plus, c'est que les gens, en écoutant mon podcast, apprennent de mes leçons de vie pour pas avoir à passer par les mêmes erreurs que je suis passée. Ceci étant dit, je vais d'abord vous dire les grandes lignes de mon expérience par rapport aux amours de mon adolescence. Puis sinon, par la suite, nous allons retrouver notre invité qui est de la clinique chez Foufoune, clinique de santé mentale, sexuelle et sociale. Donc, je vous ramène à mes 10 ans. Je vous ramène à mes 10 ans parce que je veux vous expliquer, en fait, je veux vous dire ce qu'on m'a expliqué par rapport au fait que j'ai eu mes premières menstruations. Donc, moi, la seule chose qu'on m'a dite, c'est que je devenais une femme à partir de ce moment-là. J'ai 10 ans, là. Je comprends pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, 10 ans, c'est le primaire. Je considérerais que c'est plus des amourettes à ce moment-là. Donc, des amourettes d'école, des amourettes de camp d'été. Sinon, je vous dirais que j'étais quand même toujours la plus game à vouloir jouer à la tag barbecue ou bien vérité aux conséquences ou encore la bouteille. Bref, sans plus. C'était vraiment juste des petites amourettes, comme je les appelle. Donc, à cet âge-là, je suis quand même précoce au niveau de la sexualité vu mon passé. Donc, je joue beaucoup avec mon corps. Je dirais que c'est plus vers les 11 ans que je découvre que je peux me faire jouir par moi-même. Donc, une belle découverte, en fait, une explosion de plaisir qui vient aussi me détendre
ou m'apaiser, que je devrais dire. Donc, évidemment, ça devient plus présent dans ma vie, puis je vais commencer à le faire de plus en plus. En fait, ça va être quelques fois par semaine pour commencer, puis rapidement, ça va être à tous les jours pour ensuite arriver à plus d'une fois par jour. Là, j'ai 10-11 ans, là. Je suis au primaire. Sinon, je dirais que mon premier chum, ben, c'est à l'été de mes 12 ans, donc l'été pré-secondaire. C'est un garçon que j'ai rencontré dans le parc de mon quartier. On s'était déjà vu, mais on s'était jamais parlé. Puis, il m'a approché, puis on a commencé à se voir un peu plus régulièrement pour un jour me demander si je voulais être sa blonde. Et mon premier chum, là, c'est-à-dire, mettez-vous à ma place. On me dit qu'on me choisit, puis qu'on serait intéressé à avoir une relation avec moi. Fait que ça me touche, ça me fait plaisir, je suis heureuse. Donc, c'est sûr que je dis oui. Ça venait avec une condition, toutefois. Donc, la condition, c'était qu'on ait une relation jusqu'à la fin de l'été, mais qu'à la fin de l'été, on mette fin à cette relation-là. C'est ma première relation, je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Je me dis, ça doit être comme ça que ça fonctionne, pourquoi pas? Fait que j'accepte. Donc, on se fréquente. Rapidement, on en vient à des discussions sur la sexualité et de me demander si j'avais envie qu'on ait une relation sexuelle. À ce moment-là, je suis assez curieuse et j'ai surtout le désir d'avoir plus d'expérience étant donné que je suis devenue une femme. Donc, j'accepte encore là. Et puis, on s'organise. Et le jour J, bien, on se rend chez lui. En fait, je pense qu'on se rend chez lui. On va entrer dans un immeuble d'à peu près 10 logements. On monte quelques étages, puis il ouvre une porte. Donc, je rentre dans la pièce et je me rends bien compte que c'est pas un logement. C'est une assez grande pièce, mais c'est une pièce de rangement. Donc, on rentre, je ferme la porte derrière nous, commence à m'embrasser, à me caresser. Puis là, ben, moi, je suis mal à l'aise. Je suis pas à ma place. C'est pas comme ça que je voyais ça. Puis j'ai juste envie que ça s'arrête. Donc, je lui dis non, je préférais qu'on le fasse pas finalement. Mais très insistant, assez insistant pour que je laisse faire, que je dise rien parce qu'on m'avait pas appris à repousser un abuseur. Donc, j'attends que ça se passe, puis une fois que c'est terminé, bien, je me dépêche à retourner chez moi en pleurs. Et la première chose que je fais en arrivant, bien, c'est prendre un bain. Je prends un bain parce que je me sens sale, je me sens honteuse, puis j'ai mal. Ensuite, je me rends dans ma chambre, je me mets en boule, puis je pleure ma vie. Mais bon, le temps passe, puis là, ben, c'est l'entrée au secondaire. Donc, je suis heureuse, j'essaie de profiter du moment pour me rendre compte qu'il y a des rumeurs qui circulent à mon sujet. Et donc, il faut dire que le garçon que j'ai fréquenté, mon premier chum, que j'ai fréquenté dans l'été, bien, il va à la même école que moi. Il est au secondaire 2, puis moi, bien, j'arrive au secondaire 1. Donc là, j'entends parler des rumeurs autour de moi. Évidemment, je suis gênée de ça, j'ai honte. J'ai surtout peur du jugement des autres, parce que la rumeur, bien, c'est évidemment en lien avec l'intimité que j'ai eue avec cette personne-là. Puis, ça se propage. Ça se propage comme quoi je suis une fille facile. Je dirais plus de mon côté que j'étais une fille, une enfant, en fait, victime de son passé.
avec peu ou pas d'outils, puis très naïve. Mais bon, je banalise la situation, puis je démentis tout ce qui a été dit à qui veut bien l'entendre. Évidemment, à partir de là, je décide de fréquenter des gars plus âgés. Donc, je fréquentais à ce moment-là un café jeunesse. Puis, j'ai rencontré un garçon qui était grand, beau à mes yeux, évidemment, gentil. Il avait 18 ans, j'en avais 12, presque 13. Mais c'est ça, on avait quand même une bonne différence d'âge. Et il m'a demandé de le fréquenter, donc de sortir avec lui. Puis évidemment, à ma grande surprise, j'ai dit oui. Donc c'est une toute autre histoire d'amour qui commence, vraiment mon premier grand amour. Mais rapidement, la dépendance affective s'installe. En fait, je pense vraiment que c'est là que ça a commencé. Parce que j'avais besoin d'être tout le temps avec lui. Évidemment, il m'apportait de l'attention, de l'affection, il me donnait beaucoup d'amour. Mais plus âgé, ça égale aussi plus de sexualité. Donc, c'est tout ça. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai de l'amour en retour. Je suis dépendante affective parce que j'ai toujours besoin d'être avec lui. Le matin, avant de partir à l'école, je me rends chez lui. Évidemment, on a des relations sexuelles. Je retourne à l'école. Après l'école, je me rends au café jeunesse. On se retrouve là. Sinon, toute la soirée au téléphone, toutes les fins de semaine ensemble. Si on n'est pas ensemble, il faut que je sache il est où, il est avec qui, qu'est-ce qu'il fait. Donc, ça devient vraiment envahissant pour lui. Et donc, au bout de quelques mois, je dirais à peu près 6 mois, la relation est terminée. Puis, elle est terminée parce qu'il va sortir avec une de mes amies. Mais évidemment, la raison qu'il me donne, c'est que je suis immature et très envahissante. Donc, grosse peine d'amour, mon cœur est brisé, je suis dévastée. En fait, je dramatise tellement que pour moi, c'en est quasiment la fin du monde. J'ai un mal de vivre intense qui s'installe parce que je me suis sentie rejetée, abandonnée, encore une fois. Et tout ce que je souhaite, c'est que ça s'arrête. Je veux mourir. Le temps passe et mes amis, pour me changer les idées, m'amènent à sortir dans des fêtes. Je rencontre une autre personne. Ça vient m'apaiser, mettre un baume, en fait, sur ma tristesse, ma souffrance. Et je rencontre une autre personne un peu plus vieux, 19 ans, mais là, j'ai 13 ans. Donc, je suis un peu plus vieille, moi aussi. 19 ans, il est charmant, il est toujours beau à mes yeux. Il y a une voiture, donc il m'emmène au restaurant, il m'emmène au cinéma, il vient même me chercher après l'école. Donc, encore une belle histoire d'amour. Très rapidement, je m'attache. Évidemment, beaucoup de sexualité, encore une fois, mais c'est toujours pas grave parce que j'ai de l'amour en échange. Mais le même pattern s'installe. C'est-à-dire que je recommence à vouloir tout le temps être avec lui, à être un peu plus envahissante, à vouloir savoir ce qu'il fait. En fait, si je suis pas avec mon chum, je sais pas quoi faire de ma vie. C'est aussi simple que ça. Donc, résultat, la même chose se produit. Je me fais laisser, prétextant que je suis mature, puis que je suis très envahissante. Donc, ça continue comme ça, plusieurs relations. C'est sûr que vous allez vous dire, combien qu'elle a eu de relations, peut-être. Mais j'en ai pas eu tant que ça, je vous rassure. En fait, ça s'arrête à 15 ans. 15 ans parce que je rencontre l'homme que je crois être l'homme de ma vie. C'est un jeune homme, en fait. Il est un peu plus jeune. Donc, lui a 16 ans, moi, j'en ai 15. Je le rencontre dans une fête de quartier.
Puis, je le trouve super beau, charmeur, il est drôle, il me fait rire. Puis, on se voit à quelques reprises pour me rendre compte qu'à chaque fois que je suis avec lui, je suis bien. Il est tellement relax, en fait, que quand je suis avec lui, ben, je n'en viens qu'à oublier tous mes problèmes. Donc, je suis heureuse. Puis, je profite. Évidemment, comme pour certains de mes chums précédents, comme j'ai déjà voulu mourir pour un de mes chums, bien, pour lui, j'ai fugué de mon centre d'accueil. Ce qui fait que je me suis retrouvée 24/7 avec lui. On est en pleine adolescence, donc vous imaginez, on a des relations sexuelles pratiquement à tous les jours, plusieurs fois par jour. Puis c'est une responsabilité, les relations sexuelles. C'est juste que je le réalise pas. Je suis très jeune et insouciante. Donc, on se protège pas tout le temps. Puis, ce qui arrive quand on se protège pas tout le temps, bien, c'est qu'il y a des risques. Et les deux probabilités, les deux choses les plus probables, en fait, qui puissent arriver quand tu te protèges pas, bien, c'est de un, d'avoir des infections transmises sexuellement, ou de deux, tomber enceinte. Donc, pour ma part, j'ai pas eu d'infection transmise sexuellement, donc je suis chanceuse, tant mieux. Par contre, je suis tombée enceinte à 15 ans. Fait qu'imaginez, ça fait 1 mois et demi que je fréquente mon chum, puis j'apprends que je suis enceinte de 1 mois. Donc ça veut dire que même pas 2 semaines après que j'ai commencé à le fréquenter, j'étais enceinte. Donc, on est très jeune. Il y a, à ce moment-là, 17 ans. J'en ai 16 quand l'enfant vient au monde. On reste ensemble quelques mois, mais je dirais qu'après l'accouchement, ça s'est terminé assez rapidement. En fait, on était trop jeunes, peut-être, pour penser que ça aurait pu fonctionner. Évidemment, ça peut fonctionner pour certains, mais je dirais que c'est pas la majorité. Donc, par la suite, j'ai eu quelques relations, là, aller jusqu'à mes 18 ans, mais évidemment, c'était pas aussi fréquent. Là, j'étais maman, j'avais plus grand temps, puis je voulais surtout pas qu'il y ait plusieurs visages qui passent dans la vie de mon enfant à ce moment-là. Alors voilà, c'est les amours de mon adolescence. Donc là, on va aller retrouver notre invitée. Notre invitée, Madame Rose, bonjour. Salut. Donc, tu es directrice, fondatrice et intervenante à la clinique chez Fofun. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que tu veux nous expliquer c'est quoi les services que vous offrez chez Fofun et à qui ça s'adresse? Oui, en fait, il y a beaucoup de services. Là. On est une équipe maintenant quasiment d'une 15aine de personnes. Je dirais que la mission de la clinique, c'est de donner des services qui sont peut-être un petit peu plus spécialisés que ce qu'on retrouve dans le système public. Comprends-moi bien, là, le système public est essentiel pour le bien de la société. Mais ce qu'on voit, c'est que les communautés marginalisées retrouvent souvent pas des services qui leur conviennent entièrement. Il y a des difficultés... Si on pense à la diversité culturelle, diversité sexuelle et de genre, diversité même socio-économique, c'est des personnes qui peuvent parfois tomber dans les cracks du système. Donc, nous, on est une clinique privée, mais on est à but non lucratif. Donc, on a des services qui sont adaptés aux revenus des personnes clientes. On a des sexologues, des travailleurs sociaux, éducation spécialisée, criminologues. Moi, je suis en victimologie. Puis tout le monde, notre terrain commun, c'est la santé sexuelle. Donc, par exemple, les travailleuses sociales à la clinique ont soit eu des formations continues sur la santé sexuelle en lien avec leur profession. Donc,
peu importe c'est quoi l'angle de profession, tout le monde se rejoint un peu sur le terrain de la santé sexuelle. Puis moi, en victimologie, ma clientèle est davantage au niveau des personnes qui ont vécu des actes criminels, principalement agression sexuelle, inceste et tout ce qui rentre là, dans ces familles-là. Donc, on offre pas mal de services. On est beaucoup dans les écoles aussi. On fait de l'éducation à la sexualité, de l'éducation au consentement, de l'éducation sur la santé globale, santé mentale, santé sexuelle. Beaucoup de sensibilisation sur les différentes réalités, diversité sexuelle et de genre. Donc, on se promène pas mal. Wow! C'est un beau mandat. Oui. Là, tu as entendu mon histoire pour mon adolescence. Fait que peut-être te demander si un jeune qui a une histoire similaire vous approche, vous allez être en mesure de l'aider? Oui, on aide les personnes mineures. Dans le fond, ça dépend toujours du motif de consultation. Nous, comment ça fonctionne, c'est que quand les personnes font une demande, on va les matcher avec la meilleure personne pour répondre aux besoins. Si jamais, nous, on constate qu'on ne peut pas répondre aux besoins, on va trouver des ressources pour la personne. Donc, ça, c'est notre mandat. Après, avec les personnes mineures, les particularités, c'est qu'en bas de 14 ans, ça nous prend le consentement des parents ou de la personne de soins, là, disons. À partir de 14 ans, les personnes ont le consentement aux soins, le consentement légal. Donc, à partir de 14 ans, on pourrait voir si une personne, par exemple, de son propre chef, là, voulait venir consulter. Confidentiellement, 14 ans, là, ça peut se faire. À partir de 14 ans, les enfants, les ados ont le consentement, la confidentialité là, entière, intégrale, là, comme une personne adulte. Dépendamment des circonstances, là, la demande vient d'où? Est-ce que les parents sont impliqués ou pas? Ça peut compliquer les choses, ça peut amener toutes sortes de différentes situations. Mais oui, effectivement, on peut avoir des mandats avec des personnes mineures. Nous, notre clientèle est davantage, je dirais, entre 17 et 35. Là. C'est comme vraiment ça le plus gros de notre clientèle. Mais moi, par exemple, avec ma clientèle en victimo, c'est beaucoup des personnes qui ont vécu des enjeux à l'enfance, à l'adolescence, qui maintenant prennent des démarches. C'est souvent ça, là. En fait, on se ramasse beaucoup à travailler avec le thème de l'enfance, de l'adolescence, parce que c'est souvent là que les premières victimisations vont avoir lieu, là. Oui. Puis, j'ai juste peut-être pour faire un petit commentaire sur ton partage par rapport aux menstruations précoces. Moi, j'ai eu mes premières menstruations à 7 ans. Oh, wow! Fait que je résonnais beaucoup avec ce que tu disais parce que, en fait, je l'ai découvert plus tard académiquement, mais tu sais, dans mon vécu, moi aussi, un mix de victimisation, mais aussi avec le développement hormonal qui est plus jeune, ça crée des décalages. Ça crée des décalages. Puis, surtout s'il y a de la victimisation qui est mêlée à tout ça, l'hypersexualisation, l'hypersexualité, les comportements plus portés vers la sexualité sont plus fréquents là, chez cette démographique-là. Moi, j'avais vécu l'inceste aussi. Là. Ouais, donc, c'est un peu pour ça que j'étais plus précoce. Oui, je sympathise avec toi. Je me doutais qu'il y avait quelque chose comme ça derrière. Mais ouais, c'est intéressant. Je sais pas si c'est le bon mot, mais tu sais, tout ce qui est victimisation à l'enfance, c'est difficile à comprendre pour les personnes. Pourquoi les personnes victimes vont avoir des comportements hypersexualisés par la suite. C'est souvent ça qui est le plus difficile à comprendre pour le commun des mortels là, qui ont peut-être pas vécu eux-mêmes de victimisation, mais il y a plein de raisons pour ça. Là, fait que... Puis, moi, j'étais très précoce, là. Et comme je l'ai mentionné, je jouais beaucoup avec mon corps, tu sais. Mais jouer avec son corps, ça veut pas nécessairement dire savoir jouir. À partir du moment où je l'ai découvert, ça s'est amplifié. Puis c'était vraiment intense, c'était vraiment présent dans ma vie. J'étais très jeune. Est-ce que... parce que j'en étais à croire que j'étais obsédée sexuelle, là, c'était à ce point-là. Est-ce que tu penses que c'était normal ou que j'étais obsédée sexuelle, selon toi? Bien, tu sais, je pense que dans le fond, le barème... Puis ça, c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Il y a des nuances, évidemment, mais normalement, le barème, c'est si ça crée de la détresse
c'est là qu'on considère qu'il y a un enjeu. Fait en tant que tel, on va pas aller dire d'une personne qui est obsédée sexuelle, on va dire, ben, est-ce que tu es capable de conduire tes activités quotidiennes? Est-ce que tu ressens de la détresse quand tu n'es pas en train de faire ça? Est-ce que quand tu n'es pas en mesure de le faire, ça te crée de l'anxiété, ça t'amène à faire de l'évitement de tes activités que tu es supposé faire? Donc, c'est plus ça comme les questions autour pour voir s'il y avait vraiment une problématique. Maintenant, c'est sûr qu'avec la puberté précoce, il y a toutes sortes de raisons carrément juste biologiques, physiques, qui font en sorte que ça peut... on peut le sentir comme étant plus weird ou plus intense. Si on le mettait dans notre tête à un âge plus connu ou qu'on est moins mal à l'aise, mettons, on se dit, bon, 13-14 ans, on dirait c'est un comportement normal, tu sais. Fait que la nuance est peut-être là. Mais après, tu sais, j'ai vécu un peu la même chose, c'est-à-dire que quand on est dans un corps qui est plus jeune, mais qui vit des changements aussi intenses que ça, tu sais, les hormones à la puberté, c'est un accident d'autobus, là, c'est monumental. Ça crée des décalages. Là. On peut se sentir comme sale ou pas adapté dans nos comportements. Il y a beaucoup de honte qui est mêlée à ça. C'est nouveau aussi, hein? On sait pas, on connaît rien, donc on n'a pas de repères. Oui. Puis, c'est ça, je sais pas t'as quel âge, mais tu sais, l'éducation, la sexualité... 46. T'as de l'air vraiment jeune. Là. Je me doutais que t'allais me dire une affaire de même. Là. Mais... oui, l'éducation, la sexualité, puis nous, c'est pour ça, entre autres, qu'on milite autant pour que les jeunes y aient accès, c'est que quand tu sais pas c'est quoi ces comportements-là, t'as l'impression que t'es fou, ou que t'es folle, ou que t'es pas correct, que c'est quelque chose de comme tabou, là, tu sais, puis ça vient amplifier, finalement, le mal-être qui peut venir avec les comportements sexualisés, tu sais. Puis, tu sais, l'éducation, le consentement, puis tout, là, tu sais, on pourrait en parler pendant des heures. C'est tellement important d'enseigner aux enfants, aux ados, comment gérer ces gros changements-là. Là, c'est... Ouais. D'être outillé, en fait. Hein? Vraiment. Et éduqué. Moi, on n'a pas parlé beaucoup de sexualité avec moi. J'en ai subi, mais j'ai pas eu d'éducation. Donc, clairement, je me suis lancée tête première dans plusieurs relations. Mais dis-moi, je veux dire, même si tu es actif sexuellement, un jeune peut refuser d'avoir des relations sexuelles. Là. C'est pas automatique que tu es actif sexuellement, que oui, tu vas avoir des relations avec tout le monde qui va te le demander. Oui, je pense que c'est le même principe que, tu sais, même si tu es habillée avec une petite jupe courte, ça veut pas dire que tu es prête à avoir une relation sexuelle. Au Canada, on a une des lois de consentement sexuel qui est les plus complexes, là, entre les âges de... Ben, en fait, en bas de 12 ans, on considère, selon la loi, que c'est juste... T'es pas en mesure de consentir. T'as pas le droit de consentir. T'as pas le libre arbitre, T'as pas le libre arbitre, là. Donc, ça c'est direct ça en partant. Entre 12 et 14 ans, t'as le droit de consentir à des relations sexuelles. Là, je parle toujours aux yeux de la loi, évidemment. Il y a des choses humaines qui se mêlent à ça, mais la ligne directrice, puis ces lignes-là sont basées sur le développement de l'enfant. Entre 12 et 14 ans, tu es en mesure de consentir si la personne avec laquelle tu es en relation a un écart de 2 ans au maximum, plus vieux que toi. Et à partir de entre 14 et 16 ans. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est une des lois les plus complexes parce qu'il y a comme une nouvelle nuance avec chaque tranche d'âge. Je pense qu'à partir de 14 ans, c'est un écart... En tout cas, il y a des particularités, mais c'est vraiment construit pour répondre au développement de l'enfant puis à s'assurer que l'écart avec la personne n'est jamais trop grand. Moi. Parce que, ben, tu sais, j'écoutais ton partage, puis les enjeux avec ces relations-là, c'est qu'il y a une dynamique de pouvoir, tu sais. Il y a une dynamique de base qui est pas adaptée à une relation qui peut être égalitaire. Fait que même si dans certaines de ces relations sexuelles-là, tu étais consentante, est-ce que tu es vraiment consentante si la relation au complet est basée sur quelque chose qui est inégal, tu sais? Fait que c'est ça aussi qui est particulier avec ces relations-là. Ouais. Ça m'interpelle parce que c'est aussi en lien avec mon histoire, mais puis là, je fais des prises de conscience avec ce que tu me dis. Mais mettons qu'on regarde la dépendance affective, par exemple.
moi, je le sais aujourd'hui que j'étais dépendante affective, mais quand j'étais jeune, je le savais pas. Je savais même pas que ce mot-là existait. Est-ce qu'il y a une manière de savoir si on est dépendant affectif? Oui et non. C'est-à-dire que, encore une fois, on revient à la notion de détresse. Tu sais, comme... C'est quoi ton niveau de confort en dehors de quand tu es avec quelqu'un, quand tu te fais valoriser, quand tu te fais valider? En victimologie, on travaille beaucoup avec les styles d'attachement. Donc, la personne n'est pas l'unique responsable de comment elle s'attache aux autres. Fait que quand on dit, par exemple, dépendance affective, ben il y a plusieurs questions à se poser. Tu sais, est-ce que la dynamique relationnelle, puis pour avoir une dynamique, ça prend plus qu'une personne. Hein? Tu sais, est-ce que la dynamique relationnelle t'amenait à te sentir en carence, qui t'amenait à être anxieuse à ton attachement, qui t'amenait à avoir des comportements d'aller chercher, constamment, tu sais, puis newsflash, là, les personnes qui ont des styles d'attachement contradictoires se ramassent souvent ensemble parce qu'on s'entraîne mutuellement dans nos styles d'attachement. Tu sais, le cerveau va toujours avoir des comportements qui lui permettent d'être en équilibre. Ce que ça veut dire, c'est que si toi, tu as des croyances sur les relations comme ça, ben tu vas te retrouver dans des situations qui vont venir justifier tes croyances pour pas que ton cerveau vive de déséquilibre. Fait que comment ça se présente en relation, c'est que, par exemple, une personne qui est plus anxieuse dans son style d'attachement, ou on pourrait dire plus dépendante, ben elle va souvent se ramasser avec des personnes qui sont évitantes. Parce que ces personnes-là vont venir créer cette anxiété-là, cette impression d'abandon-là, cette genre de panique-là qui vient avec la dépendance émotionnelle. Puis ça vient nous mettre en concordance avec ce qu'on connaît de nous. T'sais. Plus ils nous évitent, plus on veut... Plus ils nous évitent, plus on est anxieux. Plus on est anxieux, plus ils nous évitent. C'est une roue sans fin, tu sais. Les styles d'attachement, c'est jamais coulé dans le ciment. Là. C'est des choses qui sont dynamiques à travers le temps. Puis peut-être, tu sais, je veux pas présumer des choses sur ta vie, mais tu sais, les personnes qui ont vécu des victimisations à l'enfance peuvent même des fois avoir des styles d'attachement plus ambivalents. Donc, si... Par exemple, une personne ambivalente se retrouve avec une personne anxieuse, c'est l'évitement qui ressort plus dans ses comportements et vice-versa. Donc, ton style d'attachement peut aussi... Comme caméléon, tu veux dire? En fait, c'est plus en opposition par rapport à la personne avec qui tu es en relation. Okay. Donc, si tu es avec une personne qui est plus dépendante, ben toi, c'est ton évitement qui va ressortir. Et si tu es avec une personne qui est évitante, ben c'est plus l'anxiété qui va ressortir. Les deux sont comme inconfortables. Il y a comme un... Puis c'est pour ça, dans le temps, on les appelait désorganisés. Là. Je trouve ça un peu stigmatisant, mais ambivalent, ça peut être... Mais oui, la dépendance affective ou, disons, le style d'attachement plus anxieux, c'est quelque chose qui est courant chez les personnes qui ont vécu des victimisations parce que, ben c'est pas super bon pour les croyances par rapport au côté affectif. Là. C'est des choses qui sont difficiles à comprendre pour le cerveau. Là. Puis est-ce que tu penses que c'est possible de juste, à l'adolescence, là, par exemple, ou peut-être jeune adulte aussi, là, mais est-ce que de juste pas avoir envie de relations sexuelles? Full. À l'inverse là, de moi qui était plus précoce, plus active. Donc, une personne pourrait ne pas ressentir le besoin d'avoir des relations sexuelles. Oui. J'ai malheureusement pas la statistique avec moi, mais il y a plus de personnes asexuelles qu'on le pense. On vit dans une société qui est très sexuelle, qui est très hyper-sexualisée. Donc, on croit comme à tort que tout le monde a les mêmes désirs au niveau sexuel. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, quand je commence, par exemple, un suivi avec un couple puis qui ont un écart de désir puis qui me disent, ben on fait jamais l'amour. Bien, faut que je leur fasse préciser c'est quoi ça veut dire jamais. Parce que pour certaines personnes, on fait jamais l'amour, c'est une fois par semaine. Mm-hmm. Pour d'autres personnes, c'est une fois aux 10 ans. Fait on n'a toutes pas le même... On n'a toutes pas le même barème par rapport à ça. On n'a toutes pas les mêmes besoins. Puis... il y en a des personnes qui ont pas nécessairement de désir pour une sexualité à deux. Ils peuvent avoir une sexualité individuelle, masturbation, plaisir individuel, puis sans jamais vouloir aller vers une sexualité à 2 ou 3 ou 4, là, peu importe. Mais c'est une réalité qui existe et qui est plus courante qu'on le pense. Là.
Et si je te demandais, selon toi, qu'est-ce qui peut arriver si on ne se respecte pas dans la relation sexuelle, par exemple? Je pense que quand on a vécu des victimisations, on peut s'habituer à tout dans la vie. Pour le meilleur et pour le pire, notre cerveau nous protège et va toujours nous protéger. Merci beaucoup, notre cerveau. Les mécanismes de défense. Les mécanismes de défense, la dissociation, la fuite, le gel, peu importe c'est quoi, le gel émotionnel. On s'habitue à tout, tu sais. Puis, une des choses qui peut découler de ça, si on a vécu des victimisations qui nous ont été imposées par d'autres personnes, ben on peut nous-mêmes devenir ou développer la capacité d'outrepasser notre propre consentement. Fait que de dire à la personne, oui, ça me tente, puis d'être même enthousiaste, de démontrer de l'enthousiasme, d'être full dedans, puis en dedans de toi, tu te dis, oh mon Dieu, ça me tente pas, pourquoi je suis en train de faire ça, je suis pas bien. Je me sens, tu sais, le dialogue interne est pas pareil au. J'en parle, j'ai le frisson parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, tu sais, c'est comme l'ultime trahison parce que tu as l'impression que tu t'es toi-même trahi, tu sais. Puis c'est difficile de mettre la faute. Il y a personne qui est dans la faute dans cette situation-là. L'autre le sait pas. L'autre le sait pas, peut Ouais. pas le deviner. Dans certains cas, oui, là, on s'entend quand quelqu'un est pas bien, ça paraît. Là, Oui, si t'es un peu mais là, sensible. c'est dans l'enthousiasme. C'est dans l'enthousiasme. Si la personne est comme en mode plus... Tu sais, une des réactions traumatiques qu'on dit comme instinctive, là, instinctuelle, là, je sais pas c'est quoi le mot en français. Ouais, j'utilise souvent des expressions anglaises, mais c'est la complaisance. Tu sais, la complaisance de dire, OK, oui, c'est beau, oui, c'est parfait, tout est correct, tout est beau. Ben c'est un mécanisme de défense parce que ça nous permet d'éviter le conflit, d'éviter les complications peut-être qui peuvent nous mettre en danger. Donc, peut-être aux personnes qui nous écoutent, qui ont déjà eu de la complaisance avec des personnes qui les ont fait sentir pas bien dans leur consentement, c'est pas de leur faute, là. T'sais, c'est une réaction qui est vraiment normale. Fait que, oui, effectivement, on peut entrer en relation sexuelle sans avoir le goût puis quand même être dans une zone grise au niveau du respect du consentement entre les personnes, t'sais. La victimisation, en général, là, tout ce champ-là, c'est vraiment complexe. Puis il y a des réactions qu'on a qu'on pourra jamais comprendre. Il faut apprendre à se pardonner. On n'est jamais obligé de pardonner les autres, là, by the way. Là. Moi, je suis vraiment ferme sur cette phrase-là, mais c'est important de se pardonner parce qu'on a eu des actions puis des gestes qu'on a fait parce que notre cerveau était dans ce contexte-là qui... Tu sais, t'as mentionné l'inceste tantôt. Tu sais, c'est une des choses les plus impossibles pour le cerveau à comprendre. Ce qui découle de ça est tout autant compliqué. Tu sais, c'est des situations qui font pas de sens, là. C'est pas pour rien qu'on croit pas les victimes quand ils dénoncent, parce que notre cerveau, ça marche pas avec toutes nos croyances sur le fait qu'on vit dans un beau monde gentil, tu sais. Ouais, le déni, puis c'est peut-être une petite croyance controversée là, que j'ai, mais le déni, c'est correct un petit peu. En gâterie, là, à l'occasion. Quand ça te protège, faut pas se taper ses doigts pour le déni. Faut pas aller trop loin dans le déni parce que, évidemment, la toast peut virer de bord puis on peut juste complètement ignorer nos émotions tout le temps, mais les mécanismes de défense, ils existent pour une raison, puis souvent, c'est pour nous faire survivre. Fait que, cheers. Puis si un jeune se poserait des questions avant d'avoir sa première relation sexuelle, mettons, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je pense que peut-être, je peux peut-être parler un peu de ce que nous, on parle aux jeunes quand on va... Tu sais, nous, on fait de l'éducation à la sexualité jusqu'en maternelle, tu sais. Évidemment, on ajuste les contenus selon l'âge, là, je vous rassure. En maternelle, on parle davantage de, par exemple, c'est quoi une bulle, tu sais, c'est quoi l'espace personnel, c'est quoi un bon secret, c'est quoi un mauvais secret, c'est quoi une situation sécuritaire, c'est quoi... Puis plus on vieillit, ben plus on met l'accent sur les parties du corps puis leurs fonctions. Fait que à la puberté, il va se passer ci, ça, avec telle partie du corps, puis ça va servir à ça. Puis,
on parle de plaisir aussi. Parce que le plaisir, c'est supposé faire partie de la sexualité. Évidemment, on ne parle pas nécessairement d'orgasme là, quand on va parler en 6e année, première secondaire, 2e secondaire. Par contre, c'est important d'enseigner aux ados, aux enfants, que l'intimité, c'est supposé être plaisant, c'est supposé faire du bien. Puis que si ça ne fait pas du bien, bien, c'est peut-être une situation qu'on devrait observer, peut-être parler avec quelqu'un. La question à se poser avant d'entrer en relation, quand on est dans ces âges-là, dans nos premières fois, c'est de se demander si on est dans une situation sécuritaire. Est-ce qu'on se sent en sécurité? Est-ce qu'on a l'impression que si cette personne-là, on lui disait non, ça serait une situation sécuritaire? Si on change d'idée, elle va-tu nous écouter? Est-ce qu'on a parlé de protection? Est-ce qu'on a parlé de qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais on a une grossesse non désirée, non planifiée? Tu sais, tu l'as dit tantôt, là, c'est une responsabilité d'avoir des relations sexuelles, puis s'ensuit une série de plaisirs, mais c'est une décision, c'est une responsabilité, puis il faut la traiter comme ça. Fait que oui, plaisir, toujours, consentement, puis est-ce qu'on a pensé aux risques potentiels, t'sais? Donc, au final, tu veux pas te faire dévierger dans un placard de rangement. Tu veux pouvoir dire non. Tu veux pouvoir choisir où, quand, comment, avec qui. Ouais. Tu veux pas dépendre de l'amour de quelqu'un d'autre. Tu veux être fier, en confiance. Tu veux avoir de l'estime de toi. Tu veux surtout te respecter. Ouais. Puis tu veux pas avoir d'infection transmise sexuellement. Ouais. Puis clairement, tu veux pas tomber enceinte très jeune ou trop jeune. Ouais, puis j'ai le goût de dire aussi... tu sais, là, on a nommé beaucoup de choses, mais comme les premières relations sexuelles, c'est weird, là. C'est correct. C'est comme, c'est un premier pas, le fun, vers quelque chose qui va être encore plus le fun. Puis même là, jusqu'à l'âge adulte, là, c'est bien rare que quand tu as une première relation sexuelle avec une personne, ça se peut que tu saches pas trop, c'est un peu awkward, tu sais pas où te placer, tu sais pas où te mettre, il y a quelqu'un qui parle pas, d'habitude, toi, tu parles, tu sais pas trop. C'est une situation qui est vraiment intime puis qui est vraiment particulière. On monte notre corps aussi. Là. On se montre vulnérable, on est dans une situation où comme plein de choses pourraient se passer, puis ces plein de choses-là, on les connaît pas encore. Fait que c'est normal de trouver ça... Je dis weird, mais tu sais, comme... C'est normal de trouver ça malaisant, c'est normal si t'as pas d'orgasme. Moi, ça me fascine dans des classes plus jeunes, tu sais, mettons secondaire 2, 3, là, tu sais, ils me demandent si c'est normal s'ils n'ont pas d'orgasme. Puis je suis comme, tu sais, ça peut prendre du temps, tu sais, avant de développer des relations qui te permettent de te sentir assez en sécurité pour te laisser aller, puis que la personne connaisse assez ton corps pour que ça aille jusque-là. Puis, tu sais, c'est weird, la sexualité, tu sais. c'est normal. On pense, hein? Oui, mais c'est normal de ne pas être super à l'aise en partant, puis il n'y a pas de recette préfaite, tu sais, pour que ça soit le fun, là. À part le consentement, évidemment. Oui, toujours. Donc, écoute, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. Mettons que des gens voudraient bénéficier de vos services. De quelle façon ils peuvent vous joindre? Notre site web, chez fofun.com. Les demandes se font toutes par notre site web. C'est un formulaire qui prend à peu près 5 minutes à remplir. Nous, ça nous permet de nous aiguiller sur c'est qui la meilleure personne professionnelle pour répondre aux besoins. Présentement, on a à peu près 4 semaines d'attente pour avoir un rendez-vous. Puis, ben, si les personnes veulent bénéficier d'un accommodement budgétaire, ils peuvent nous faire parvenir une preuve de revenu. Évidemment, c'est pas obligatoire. Mais les personnes peuvent bénéficier là, d'un rendez-vous avec une personne sexologue pour 45$. Là. Fait que ça vaut la peine là, pour les personnes qui sont peut-être pas en mesure de se payer. Puis c'est un service d'aussi bonne qualité. Là. C'est juste que notre modèle nous permet de faire ça. Donc, oui, par le site web, toujours. Puis nos réseaux sociaux aussi, qu'on fait beaucoup d'éducation
Oui, gratis. Bon, ben écoute, c'était vraiment un plaisir. Je te dis Pareillement. merci de nous faire bénéficier de vos services inclusifs. Puis, merci d'être venu. Merci à vous qui nous écoutez aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous invite aussi à aller sur les réseaux sociaux de Pareil Pas Pareil. Vous allez trouver le lien au bas de cet épisode. Puis je vous invite à liker et à commenter. Comme c'est ma première expérience en podcast, j'aimerais bien lire vos commentaires, question de savoir s'il y aura une deuxième saison. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode où nous aborderons la criminalité étant mineure.